par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Waouh, ça coule ce truc. Et moi, je deviens Iggy, le youtubeur le plus multijeu qui existait jusqu'ici. Donc si vous avez eu la chance, et oui je dis bien la chance, de vivre votre jeunesse dans les années 80-90, vous n'êtes pas sans connaître The Master of the Universe, à savoir Adam, prince d'Eternia. Donc, vous l'avez maintenant en mode jeu de société. Alors attention, c'est un petit peu compliqué. La licence appartient à Mattel et Mattel l'a revendue à deux entités. D'un côté, pour tout ce qui est Europe, on a Arcan Studio, voilà, qui va distribuer le jeu en Europe, et ça va être un autre jeu qui est développé par Cool Mini or Not et qui ne sera pas disponible en Europe, en tout cas par les moyens classiques de distribution. Donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est vraiment deux jeux qui vont cohabiter en même temps, donc je pense que ça va créer quelques petites ambiguïtés et que vous n'allez pas manquer de vous mélanger. En tout cas, celui-ci, c'est la version européenne, Master of the Universe, Field of Eternia, édité par Arcan Studio. Je détiens la boîte toute puissante. Donc Master of the Universe, Field of Eternia, eh bien je détiens cette boîte grâce à Arcan Studio. Donc merci beaucoup Camille, si tu regardes la vidéo, de me faire confiance parce que Arcan Studio c'est un grand partenaire, hein. Vous avez pas mal de vidéos sur la chaîne. Donc là encore, ils me font confiance pour ce Kickstarter et j'ai reçu en avance une boîte prototype. Alors cette boîte, hein, vous l'avez du coup déjà vue. Moi j'aime beaucoup le design assez moderne, mais en même temps on est sur un jeu. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que Master of the Universe c'est normalement une série, en tout cas un anime qui devrait ressortir bientôt. On a vu quelques petits trailers, donc c'est pour ça que Mattel relance la licence comme ça et l'a vendu et à Arcan Studio et à Cool Mini or Not. Du coup, il y a une petite ambiguïté parce qu'on se retrouve avec ce design-là, voilà, le design de la boîte et le design des rulebooks et du livre de mission de règles qui sont assez modernes, qui sont basés sur, a priori, la nouvelle série. Et puis, on a les artworks qui sont ici, qui se rapprochent en fait de ce qu'on a pu connaître en fait à l'époque. Et il y a cette ambiguïté, du coup, on surfe à la fois sur c'est de la nouveauté, les maîtres de l'univers, ça ressort, bim, on a la boîte. Et puis, on va quand même chercher un petit peu le côté, rappelez-vous, c'était le bon temps, c'était votre jeunesse. Alors, pendant que vous admirez le design de la boîte, que je trouve quand même plutôt réussi, quelques petites informations, et bien le jeu sera en français. Même si là, moi j'ai une version bien sûr de démo qui est en English. Alors si on commence par regarder un petit peu le plateau de jeu, donc on a un grand plateau de jeu qui va représenter le monde d'Eternia, voilà. Le plateau je le trouve assez clair, il n'y a pas trop d'informations, c'est pas surchargeant d'informations. On a juste ici une piste qui va être le contour, avec une alternance jour-nuit, on pourra y revenir tout à l'heure, différentes icônes, les icônes avec le petit E, c'est là où vous allez gagner de l'énergie, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des cartes, etc. Et puis vous avez le récapitulatif ici, vous avez des grandes zones qui sont assez claires avec à chaque fois l'élément prédominant et puis différentes choses, des points de passage, ça c'est simplement des raccourcis, c'est-à-dire que cette zone est adjacente à celle-ci à partir du moment où elle est reliée avec les petits ronds. Ensuite vous avez deux fascicules, donc un fascicule de règles, voilà, qui sera en français, hein, s'il vous plaît déjà en français, donc c'est assez clair au niveau du design, bon voilà, c'est assez classique, traditionnel, pas de surprise dans la façon dont c'est présenté, c'est tel qu'on a l'habitude avec le degré d'exigence qu'on peut avoir, c'est-à-dire vous avez des petits numéros qui vous rappellent ce que c'est, de quoi on parle, des petits textes d'ambiance comme ça ici pour vous rappeler un peu les personnages. Toujours est-il que c'est assez clair, il y a des exemples qui sont illustrés, donc à la lecture des règles, franchement, en plus moi je les ai lus en anglais, ce qui est pas ma langue natale, mais il y a eu peut-être un point où je me suis posé à un moment donné une question, mais au final, dans l'exemple d'après, tout était assez clair. Donc, un jeu qui peut s'appréhender, je pense, assez facilement. Après, petite particularité aussi, c'est que le jeu peut se jouer en mode solo ou en mode coopératif. Et sinon, ça se joue en deux équipes qui s'affrontent. Donc, vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs maximum et 1 minimum. Alors, j'ai pas testé le mode solo, donc je vous en parlerai pas trop, mais sachez en tout cas que ça existe. Ah oui, puis comme ils ne sont pas avares de règles, ils ont même fait un mode skirmish. Donc, il se veut un mode plus compétitif pour des parties plus rapides. Si vous avez juste envie de jouer au maître de l'univers qui se tape dessus, comme vous avez pu le faire avec vos figurines à l'époque. Et donc, deuxième livre, le Mission Book, dans lequel vous allez avoir
avoir des scénarios. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu n'aura pas toujours le même point de départ, ni le même point d'arrivée, les mêmes objectifs. Vous allez avoir différents modes de jeu. Il y a même un mode de jeu où on peut se battre contre les Dinos Riders, donc Dinos Riders, maître de l'univers. Si vous êtes de la même époque que moi, je pense que ça doit vous parler. Non, ne confondez pas avec Denver, le dernier dinosaure. Mais en tout cas, ça donne de la variété. Et puis, ça permet de sortir un peu de l'éternel plateau un peu traditionnel. Si vous êtes amené à jouer beaucoup avec le jeu, c'est toujours sympa de faire comme ça des scénarios différents. Même si je me pose la question si on est à une époque où on joue vraiment beaucoup de fois à un jeu. Parce que c'est vrai qu'on a tellement de jeux maintenant, et si vous faites des Kickstarter, vous devez le savoir, on va rarement au bout des jeux. Voilà. En tout cas, vous avez des missions classiques, vous avez des scénarios en mode skirmish, et vous avez aussi des scénarios spécifiques à la solo ou à la coop. Donc c'est pareil, j'ai pas testé le mode solo ou le mode coop, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment intéressant ou pas. Quoi qu'il arrive, c'est toujours là, donc ça fait toujours un plus, mais c'est vrai que des fois on se dit, est-ce qu'ils sont pas obligés en fait de mettre toujours le mode solo, le mode coop? C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé depuis le confinement maintenant sur les jeux de société. Il y a beaucoup de jeux qui se jouent en solo, et voilà, c'est vraiment devenu un marché à part entière. Donc est-ce que vraiment le jeu s'y prête bien, ou est-ce que c'est juste, allez, on remplit les cases pour dire oui, on peut aussi jouer en solo, et puis oui, on peut aussi jouer en coop? Je ne sais pas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein, mais je ne dis pas non plus que c'est le cas, je dis juste réfléchissez-y un petit peu. Alors, pour le reste du matériel, on a en fait des fiches de personnages, voilà, imprimées d'un côté avec le personnage et puis de l'autre côté avec les statistiques. Tant qu'on est dessus, je vais vous expliquer comme ça rapidement les statistiques. Ça, c'est les points de vie. Une fois qu'on n'en a plus, on n'est pas éliminé, mais on retourne en fait dans sa base. Donc, ça veut dire que si vous jouez à 6 et que vous avez chacun votre personnage, même si vous avez perdu un combat, vous allez pouvoir revenir dans la partie. Ça va juste vous coûter un petit peu d'énergie, mais voilà. Là, ici, c'est l'intelligence. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu de flexibilité quand vous jouez vos cartes dans les combats. Ça, c'est le nombre de dés que vous lancez dans les combats. Ça, c'est votre initiative de base pour savoir si vous allez frapper en avance ou pas. Et puis, la dernière valeur, c'est simplement le mouvement pour savoir de combien de cases vous allez bouger. Tous les personnages, après, ont deux types d'attaques. Et à chaque fois que vous allez faire un combat, vous allez choisir soit attaque, donc ça, c'est le symbole magique. Ça, c'est le symbole corps à corps. Et puis, quand on a du tir, ça va être une sorte d'arc, voilà, comme ici. Et puis, vous avez aussi un bonus qui est juste ici. Voilà. Le symbole de la faction pour ceux qui n'ont pas été sages et qui n'ont pas bien regardé leur épisode et qui ne savent pas avec qui sont les personnages, mais voilà, vous devriez vous y retrouver assez facilement. Et c'est vrai que au début, quand j'ai regardé la carte pour la première fois, je trouvais qu'il y avait beaucoup de symboles en haut, mais une fois qu'on les a en tête, enfin franchement, j'ai lu la règle, voilà, je fais une partie, ça suffit largement pour s'y retrouver facilement. Ensuite, vous avez plein de tokens, donc ça c'est l'Eternium, donc l'énergie du jeu, ça c'est les points de vie évidemment. Ça, c'est les points de victoire. Voilà, plus vous avez de points de victoire, mieux c'est. Ensuite, ça, ces petits icônes, c'est pour choisir votre mode de combat. On va avoir après les pions d'activation, les éléments de quête, les marqueurs de ronces. Et puis, ce petit marqueur avec le soleil, c'est simplement pour avancer et faire le jour, la nuit. Alors, je vous disais que j'avais une version prototype. Dans ma version prototype, on a des inserts en mousse pour ranger en fait le matériel. Vous, normalement, vous aurez un thermoformage en plastique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver différents types de cartes, je ne vais pas tout détailler, des dés, voilà, qui sont aux deux couleurs en fonction des deux équipes, et puis des D10 qui sont pour les petits animaux que vous pouvez rencontrer. Bon les gars, on va pas se mentir, hein, si vous êtes là, c'est aussi pour les figurines, et moi aussi, donc on va regarder un petit peu ces figurines. Donc elles sont pré-montées, voilà, donc ces figurines pré-montées, elles sont dans un plastique rigide. Alors j'ai pas fait le test de mettre de la colle plastique pour voir si ça pouvait se coller ou pas, quoi qu'il arrive, les figurines sont déjà pré-montées, voilà, on sent qu'il y a, elles sont multipart, hein, donc elles ont été pré-montées à l'avance. La sculpture est assez, ma foi, fort honorable. Je dirais même que c'est au niveau des standards classiques qu'on peut avoir dans du jeu de société. On est un petit peu au-delà, et ça vient de chez Archon Studio. Comme c'est Archon Studio et on sent que c'est leur boulot, hein, un petit peu de faire des figurines, on est sur au-delà d'un simplement un pion de jeu, parce que déjà c'est rigide et rien que ça fait plaisir. Ce que je regarde toujours sur une figurine, les lignes de moulage, et là fort heureusement les lignes de moulage sont plutôt très light, hein, franchement on pourrait même se passer parfois de débarber certaines figurines, contrairement à d'autres jeux où ça déborde un petit peu sur les côtés. Là il n'y a pas ce phénomène là, ce qui est un peu plus dommage. Ça on verra si dans la version définitive ce sera exactement la même chose, mais c'est que les points d'injection sont un petit peu trop marqués, les postures sont plutôt assez dynamiques, voilà.
après, bah voilà, je vous laisse juger, je passe un petit peu les figurines. Et puis si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est les petits pions? Eh bien c'est simplement les marqueurs de soldats, parce que dans le jeu vous allez avoir vos héros, donc typiquement Skeletor, et puis vous allez avoir les marqueurs de soldats, qui sont un petit peu des pions comme ça, à envoyer au charbon pour attaquer les adversaires, contrôler les territoires et récupérer en fait des ressources. Alors, histoire de vous donner un petit peu quand même un aperçu rapide du jeu, je vais vous expliquer rapidement en fait les règles. Donc, on a une alternance phase de jour, phase de nuit. Pendant la phase de jour, vous allez récolter en fait de l'éthernium. Donc, si vous avez en fait des figurines qui sont là où il y a un étherium, eh bien, vous gagnez des pastilles. Ces pastilles, elles se cumulent en fait au sein de votre équipe, hein, pas uniquement pour le joueur en cours. La nuit, la différence, c'est que vous pouvez vous reposer. Vous ne gagnez pas étherium. Par contre, quoi qu'il arrive, vos personnages vont récupérer en fait un point de vie et vous avez une action spéciale qu'on peut faire que de nuit, qui correspond à passer son tour et récupérer 4 points de vie. Alors première action qu'on peut faire tout simplement, c'est bouger, voilà. Donc pour bouger avec notre ami, voilà, il a un déplacement, donc petit rappel, on ne peut pas faire 2 fois la même action, donc si je fais un mouvement, je ne pourrais pas en faire 2 à ce tour-là, eh bien je peux aller d'un endroit à un autre, donc simplement les endroits sont séparés en fait par des zones, et si jamais je suis au Viper Tower et que j'ai envie d'aller au Lava Lake, comme c'est relié en fait avec des petits points, c'est adjacent. Donc je peux aller directement ici. Et comme il y a des ennemis, je vais déclencher directement un combat. Le combat, c'est pas une action, c'est simplement une résultante en fait d'un mouvement. Donc dès que vous faites un mouvement, vous avez une action de combat gratuite. Autre possibilité, c'est justement l'action des soldats. Alors s'occuper des soldats, ça vous permet de faire 2 choses. Premièrement, soit vous renforcez un point, donc sur une zone que vous contrôlez avec un héros, vous allez simplement mettre jusqu'à un maximum de 3 pions par zone. Donc là, comme il y en avait déjà un, j'en ai rajouté simplement 2. Ou autre possibilité, c'est simplement de les envoyer bouger dans une autre zone. Donc comme les zones sont adjacentes, eh bien, je vais pouvoir envoyer mes soldats se combattre. Alors tant qu'on est dans le combat, simplement, quand il y a des ennemis comme ça, si vous avez un héros, eh bien, l'adversaire, le camp bleu, va choisir soit de perdre son soldat contre votre soldat. Il n'y a pas de jeter de dés à faire, c'est automatique. Ça, c'est un petit côté un peu comme à la Small World pour ceux qui connaissent. Donc il y a un côté assez stratégique parce qu'on sait exactement ce qui va se passer. Ou alors de perdre un point de vie sur son personnage. Et si jamais on vient dans une zone où il n'y a pas d'ennemis, enfin pas de héros, et bien directement c'est les 2 personnages s'annulent. Voilà. Donc c'est cette mécanique là qui me paraît assez intéressante et qui me paraît assez stratégique. Au-delà de la gestion des héros qui sont là vraiment pour se taper, il y a cette gestion de on fait popper en fait des personnages. Si on compare un petit peu à Sight, vous avez vos paysans qui vont aller chercher en fait des ressources et vous avez vos héros qui vont accomplir des quêtes en général, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez une mission et puis aller tataner en fait les persos en face. Alors autre possibilité de mouvement, parce que vous pouvez dire que c'est quand même assez limité. Déjà première chose, vous allez gagner de l'équipement, vous allez pouvoir gagner des véhicules même qui vont vous permettre de bouger beaucoup plus. Donc au début on bouge pas beaucoup, mais après on va bouger beaucoup plus. Et puis il y a les 3 towers, la Viper Tower, la Central Tower, la Grayskull Tower, et vous avez la possibilité de vous téléporter directement d'un endroit à l'autre simplement pour une action. Hop, je peux directement venir ici et attaquer le château des ombres. Après, autre possibilité, et vous allez le faire assez souvent, c'est d'explorer en fait le monde. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une zone sauvage, je vais piocher, alors moyennant un Ethereum, donc il faut quand même payer l'Ethereum, c'est quand même assez important, sinon vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc je paye un Ethereum, je pioche les 2 premières cartes du dessus et je choisis celle que je vais résoudre. Donc vous allez trouver différentes choses, donc ce que s'appelle tout simplement des beasts. Donc les beasts en fait c'est simplement des adversaires comme ça, des personnages un petit peu random. Vous allez trouver des alliés. Donc là les alliés c'est un petit peu différent parce que suivant leur affiliation, soit ils vont directement vous rejoindre, donc vous avez le droit d'avoir un allié pour chaque héros, c'est plutôt pas mal. Si vous pouvez payer le coup pour le recruter aussi, hein, les mecs ils sont pas bêtes les mecs, ou alors s'il n'est pas de votre faction, vous devez simplement le combattre. Donc ça va créer comme ça des combats. Vous pouvez aussi avoir des cartes d'événements pour changer un petit peu la donne. Vous voyez par exemple le Green Tiger, une fois que vous l'avez battu, vous pouvez gagner après le héros bonus, vous gagnez 1 point de force plus 1 en attaque et plus 1 en mouvement. Voilà, et il est disponible pour les 4 factions de symboles. Là vous dites pourquoi 4 factions de symboles? C'est parce qu'en fait il prévoit déjà de faire des extensions, et dans les règles en tout cas on vous parle des futures extensions et de comment ça va se jouer quand il y aura plusieurs extensions. Ensuite, autre possibilité, c'est suivant le scénario. Vous voyez, là, vous avez le scénario Evil Seed, là, le scénario Fracture in Time. Vous avez ces points de scénario, là, des quêtes
simplement. Et quand vous êtes dessus, vous pouvez résoudre cette quête-là. Ça vous permet d'aller piocher une carte et puis après vous avez différents types de cartes. Donc soit des rencontres épiques avec des créatures épiques, voilà, un gigantisaure, soit des choses vraiment plus roleplay avec, voilà, il s'est passé quelque chose, comment vous allez le jouer, et en fonction de ça, il va se passer des choses suivant votre allégeance. Donc ça, encore une fois, c'est pas mal. Ça multiplie encore une fois le type de rencontre que vous pouvez faire, parce que je vous rappelle que vous avez toujours le paquet de rencontres aléatoires dans les éléments sauvages, plus ceux que vous allez avoir rajoutés avec le scénario que vous avez choisi. Ensuite, il y a deux actions qui sont des actions gratuites que vous pouvez faire, en plus de ces deux actions. Donc j'ai bougé, j'ai fait une quête, et puis si j'arrive sur la même case qu'un de mes copains, je peux faire un échange. Donc je peux échanger tout ce que je veux. Ça peut être mes alliés, mes montures, mon équipement. Donc voilà, ça c'est gratuit, ça ne compte pas d'action. Et puis l'autre action qui est très importante et que vous allez faire assez souvent, que vous allez avoir envie de faire, c'est les actions de shopping en fait. Donc il y a certaines cases sur lesquelles ici vous avez des icônes. Vous voyez, shop par exemple ici. Donc ça vous permet d'acheter des cartes d'équipement. Donc il y a trois types de cartes équipement, les forges, les pouvoirs magiques, Mage Guild, et puis shop. Sachant qu'en plus, petit bonus, c'est que si vous avez des soldats qui sont dans cette shop là, plus dans cette shop là et que vous y êtes, vous allez avoir des réductions sur le coût d'achat des cartes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je vous l'ai dit, vous avez le droit de faire une action gratuite. Si vous êtes sur une case avec un de ces icônes, vous pouvez acheter une ou plusieurs cartes en fait qui constituent les véhicules, les équipements et les cartes de sort. Donc les cartes de sort, évidemment, c'est des cartes que vous allez garder, que vous allez pouvoir jouer quand vous le voulez, donc pour créer des petites surprises, même si l'adversaire, normalement, s'il est malin, il se rappelle parce qu'il vous l'a vu piocher. Vous avez après des équipements, typiquement des armures, des boucliers, des épées. On ne peut pas porter plusieurs épées ni plusieurs boucliers. On est limité à un type d'équipement par, vous voyez, body, on peut avoir qu'un seul body, voilà, qui sont plus ou moins efficaces, suivant ce que vous avez. Et puis les véhicules, c'est pareil, on peut en porter qu'un seul. Et c'est là où je vous dis que ça vient vous rajouter en fait des compétences, voire des actions bonus. Là, par exemple, le Dragon Walker, une action bonus, il vous permet d'attaquer et de mettre un dommage jusqu'à 3 modèles qui sont dans une zone adjacente. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ça coûte cher, ça coûte 8 aussi. On a aussi la possibilité en dernière action, gratuite aussi, c'est avant d'acheter, simplement de payer un Ethereum pour enlever 4 choses dans une rangée et puis de les remplacer par des nouveaux équipements. Ça vous permet, si vous ne savez pas trop quoi acheter, de trouver peut-être meilleures chaussures à votre pied, mais aussi surtout de virer le dragon si vous savez que l'adversaire il va vous le prendre. On arrive maintenant à ce qui vous intéresse un peu plus, savoir comment se passe en fait un combat. Donc il y a différents types de combats. Là je vais m'occuper du combat épique, c'est-à-dire un héros contre un héros. Vous pouvez vous battre aussi contre les soldats, ça c'est assez simple. Vous allez sur la case, vous enlevez en fait directement des soldats. C'est assez facile à gérer, donc ça ne nécessite pas d'explication. Par contre, ça c'est la particularité, donc on va l'expliquer un petit peu. Première étape, vous pouvez déclencher des effets pré-combat. Une fois que ça c'est réglé, vous allez choisir quel type d'arme en fait on va utiliser. Vous voyez, vous avez deux types d'armes. Donc là, le maître d'armes, il va utiliser une attaque à distance, et puis lui, notre ami Triclops, lui, va utiliser plutôt son attaque à l'épée. Donc première chose, il y a toujours un attaquant. Donc là, on va considérer que c'est quand même le magnifique stratège qui est le maître d'armes qui a attaqué. Donc il est venu sur la case avec un mouvement, il a son action d'attaque gratuite. On va piocher une première carte ici. Donc je pioche cette carte, je vous la montre, mais l'adversaire ne la voit pas. Alors, il y a des cartes classiques, et il y a des cartes un petit peu plus spéciales. Il y a 4 types de cartes spéciales, et si on a beaucoup de chance, on va peut-être même toutes les piocher dans ce combat-là, si on a beaucoup de chance. Donc celle-ci, elle compte comme un +1, et le héros a une activation de surge. L'activation de surge, c'est directement ce qui a marqué ici. Donc là, je gagne +2 en initiative. Donc c'est très bien. Avec cette carte-là, je suis déjà à +2 en initiative, donc je vais pas la booster. Et puis, je vais mettre ma carte toujours face cachée, un petit peu ici. Voilà, là on attaque. Là c'est l'attaque, là c'est la défense, et ça c'est l'initiative. Ensuite, ça passe à Triclops. Donc Triclops, qu'est-ce qu'il va nous piocher? Il nous pioche une carte qui compte comme un +1, qui ne compte pas dans la limite de 4 cartes, et qui me permet de directement en piocher une autre. Donc là, c'est pareil. Je vais la mettre peut-être en initiative pour essayer de lutter, parce que l'initiative c'est quand même assez important. Et puis, je vais avoir une autre carte bonus. Là, c'est la carte classique. Alors, il y a 3 types de cartes. Il y a x1, x2, x3. Et là, je comprends pas pourquoi ils ont mis x2 et x3, sachant que ça veut dire +2 et +3. Et j'avoue, quand on a fait un peu des maths, c'est un peu compliqué parce qu'on se retrouve avec un exemple où il y a marqué 5 égale, entre parenthèses, x3 plus x2. Là, je pense que même l'ami Poulpi, il se tire une balle. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas simplement mis 1 de valeur ou +1.
que le foie, là, je ne comprends pas. Mais en tout cas, cette valeur-là, je vais l'attribuer soit en attaque, soit en défense. On va mettre une petite défense quand même. La règle à respecter, c'est que quand vous jouez des cartes, vous devez toujours changer en fait de level. Donc vous ne pouvez pas mettre 4 cartes directement ici, sauf vraiment beaucoup de chance dans le tirage. Mais quand vous jouez à un endroit, il faut changer en fait d'endroit. Alors après, on va s'enchaîner comme ça jusqu'à piocher chacun 4 cartes. Donc là, le bonus de plus 2 points, je vais le mettre en défense, voilà. Alors les cartes, elles sont face cachée, je vous la mets face cachée, parce que l'adversaire ne sait pas combien j'ai misé. Il y a une part un petit peu d'aléatoire qui est assez sympathique, hein. D'ailleurs, cette carte-là aussi, on va la mettre face cachée. Ensuite, c'est de nouveau notre ami. Alors, ça, c'est une carte un petit peu spéciale. Quand on la pioche, directement, on la défausse et on va piocher 2 cartes. Il y a une toute petite partie deck building, parce que vous avez des cartes comme ça de quête qui vont venir se rajouter dans votre deck de combat, mais c'est vraiment plutôt léger. Alors, j'en choisis une, allez, je vais choisir la x3, la plus 3 en l'occurrence, et puis on va la mettre en attaque directement ici. Donc pour l'instant, j'ai joué toujours 2 cartes de ce côté-là, même s'il y en a 3 de placées. De nouveau le maître d'armes, pour encore 2 coups. Alors ça, c'est la carte Time. Ça, vous la placez à côté, et ça peut vous permettre, si vous avez envie, de l'activer et de échanger après les cartes. Et en plus, on peut directement piocher une autre, donc je ne me prive pas. L'initiative, j'ai pas envie d'attaquer, je ne me rappelle plus, mais je crois que j'ai joué en défense, donc on va la mettre en combat à nouveau. À notre ami, ici, une carte classique, je vais la jouer en défense. Et la dernière carte à piocher de ce côté-là, je vais quand même mettre un petit peu d'initiative, histoire d'assurer le coup, on ne sait jamais. Et lui va terminer son action avec une belle carte qu'il va mettre en attaque. Voilà. Une fois que ça a été joué, il y a une phase de magie, c'est-à-dire qu'en fait les personnages qui sont dans le camp, dans votre camp en fait, peuvent vous apporter des soutiens de par leur carte magie. Donc il y a quand même ce côté un peu coopératif au sein de la même équipe et qui est assez sympathique. Ou même quand vous jouez à deux, vous vous dites ok, tu crois l'avoir gagné, mais attends, bouge pas, j'ai une petite surprise pour toi. Et une fois que c'est fait, on va résoudre en fait le combat. Donc on révèle directement toutes les cartes et on va additionner tous les bonus qu'on peut avoir. Donc les bonus qui sont aussi bien sur les cartes que les bonus qu'on va avoir de par les équipements, de par les pouvoirs magiques qui ont pu être joués et ainsi de suite. Première chose qu'on garde, c'est l'initiative. Donc là, le maître d'armes, vous savez, il a activé sa capacité. Donc il a plus 2 nativement. Donc ça fait 4. Plus ici, ça fait 5 d'initiative. Ici, on a 2 plus 1, donc juste 3. Donc c'est le maître d'armes qui va frapper en premier, et comme il a le bonus de surprise, il va directement faire 1 point de vie à notre ami Triclops. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai pas utilisé cette capacité-là, l'intelligence. L'intelligence, elle vous permet d'aller jusqu'à 2 cartes à échanger. Donc typiquement, quand je suis ici, cette carte-là, x1 me plaît pas trop, je la défausse et je peux en utiliser une autre qui peut me rajouter comme ça un petit peu des bonus. Voilà. Donc ensuite, le combat, comment ça se passe? Simplement, je vais calculer combien j'ai d'attaque. 3 plus 1, 4. On regarde les éventuels bonus, pas d'autres bonus, 4. On va le comparer à la défense, pas d'éventuels bonus, donc 2. Ce qui veut dire que je vais attaquer directement 2 points de défense. Et tout ce qui est supérieur, là en l'occurrence on a 2 points en plus, ça va passer directement dans les points de vie. Donc comme il s'est déjà pris 1 HP, un point de vie parce que j'ai eu l'initiative, là je vais rajouter 2. Notre ami n'a plus que 4 points de vie sur les 7 qu'il avait. Donc c'est pas notre ami en tout cas. Et après, c'est à son tour, lui, il va aussi répliquer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même si vous n'avez pas l'initiative, vous pouvez quand même mettre une grande tatane. Là, on est à 6 contre 2 de défense, donc là le maître d'armes va aussi prendre 4 points de vie en moins, et au final c'est lui qui se retrouve un petit peu défavorisé. Et pour le deuxième round de combat, eh bien notre ami Triclops va tout avoir intérêt à booster son initiative pour justement essayer de mettre déjà le point de vie en plus, ça va compter très fort, et puis essayer de mettre vraiment tout en attaque, même quitte à sacrifier complètement sa défense. Donc c'est assez intéressant ce système de gestion de cartes combat avec un petit peu de bluff. On est loin de juste je lance des dés et puis je regarde si j'ai eu de la chance ou pas. Voilà. Dernière chose, si vous êtes l'attaquant, vous avez aussi la possibilité à ne pas faire le deuxième round, mais simplement de vous enfuir moyennant une petite pénalité de 1 ou 2 pièces. Voilà. Quoi qu'il arrive, il n'y aura que 2 phases de combat, donc c'est pas trop long, ça va pas non plus s'éterniser si on est en mode 6 défense, 6 d'attaque, etc. Et quoi qu'il arrive, on va regarder s'il y a un attaquant qui a gagné ou pas, et puis ça va repousser en fait les figurines. Donc soit vous l'avez tué, vous avez enlevé tous les points de vie, auquel cas la figurine n'est pas détruite, elle retourne simplement dans sa base, ou soit vous le repoussez, vous gagnez le combat et du coup vous le virez un petit peu de votre zone.
Alors après, si vous combattez contre des boss, là c'est un petit peu plus particulier, c'est un petit peu plus rapide, comme vous n'êtes pas directement contre l'adversaire, mais contre une créature contrôlée par le jeu. Simplement, l'adversaire vient jeter un dé, c'est un petit dé qui vient booster les capacités, qui sont ma foi déjà quand même assez grosses. Hein. Vous voyez sur lui, 5 d'initiative, 5 de défense, 4 d'attaque, plus toutes les capacités spéciales. Vous refaites cette séquence-là, donc de piocher 4 cartes. L'idée c'est qu'il y a moins de bluff, parce que vous savez directement ce qui a été tiré, mais ça donne quand même pas mal de surfroid, parce que franchement c'est pas si simple que ça. Si vous n'êtes pas équipé, clairement allez pas voir les boss, hein, vous avez aucune chance. Alors maintenant que vous êtes en mode exploration sauvage, vous pouvez rencontrer en fait des bêtes, des beasts, et là du coup le combat est vraiment différent. Vous rentrez pas dans la gestion des cartes, vous avez directement votre valeur de force, ça donne le nombre de dés à lancer. Je lance les dés, alors là évidemment... Donc qu'est-ce que je vais trouver sur ces dés? Des phases vierges, des phases qui font un hit, des phases qui font 2 hits, comme ici, ça va j'en ai. Et ça en fait c'est des relances. Donc là j'ai le droit de relancer ce dé et un autre dé, donc je vais prendre celui-ci et plus cela. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je ne tombe plus sur un symbole de relance où j'ai envie d'arrêter et je me retrouve avec 5 succès. Ensuite je vais directement allouer ces attaques à différentes choses. Soit l'attaque contre l'attaque, ça c'est pour parer en fait, pour pas prendre de blessures, soit sur la défense. Et il faut d'abord que je fasse tomber la défense pour enlever les points de vie. Donc par exemple avec cette double réussite, je vais la mettre sur la défense de 2. Donc du coup je vais annuler sa défense. Donc tout ce que je vais mettre après va se retrouver directement sur ses points de vie. Donc si je veux la tuer, il faut que je mette 3 attaques directement sur les points de vie. L'inconvénient c'est que je vais diminuer uniquement son attaque à lui de 1 point et que je vais prendre directement 3 moins 1, 2 blessures automatiques. Donc bien sûr après les cartes peuvent avoir des effets comme celle-ci par exemple, vous lancez un dé, si c'est un succès, ce n'est pas le cas, cette créature gagne plus 1 en force, ça peut être embêtant. Par contre l'avantage après c'est que si on paye le coût en Ethereum, et bien du coup ça devient une monture parce qu'il y a un coût. Donc du coup le héros va gagner plus 1 dé d'attaque, plus 1 en force et plus 1 en mouvement. Donc ça peut valoir le coup de se blesser un petit peu pour récupérer en fait un petit tigre de combat. Et voilà, donc là maintenant vous êtes pareil pour le Kickstarter, je vous ai fait une présentation des différents éléments, un petit peu du système de jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est très varié, voilà pour donner mon avis en tout cas. Franchement il y a vraiment un potentiel de rejouabilité qui est vraiment très grand parce que il y a toujours des façons de jouer différentes et puis on fait vraiment pas le tour de tous les équipements, surtout pas de toutes les quêtes, surtout pas des modes de jeu et quoi qu'il arrive, une fois que vous avez fait le premier, vous êtes forcément, je pense, si le jeu vous a plu, vous allez avoir envie de faire au moins les autres scénarios pour avoir les autres rencontres et puis quoi qu'il arrive, vous tomberez pas sur toutes les rencontres. Donc je pense que la durée de vie est quand même assez bonne et honnêtement, je m'attendais à pas grand chose parce que je me suis dit bon, ils ont une licence carrément, ils ont des figurines, ils ont envie de les adapter à un jeu. Au début de ce que j'avais vu, je pensais que le jeu serait vraiment moins axé sur le combat plus l'exploration et malgré tout le combat c'est quand même une part assez présente. Après il y a ce double système de combat qui est assez intéressant parce que quand vous êtes contre un adversaire réel, à savoir votre partenaire de jeu, vous avez envie de la jouer un petit peu en mode mon gars je vais te faire des petites filouteries, je te feinte un petit peu droite-gauche. Par contre quand vous êtes contre le jeu lui-même, il n'y a pas de feinté, il y a juste je jette des dés et là j'avance plus vite, l'aventure continue. Donc ces deux mécaniques ensemble, je trouve que c'est assez finement pensé et c'est assez original, voilà. C'est pas très compliqué à jouer, franchement au bout de première partie vous allez vraiment maîtriser sans trop de problèmes. Le design est assez réussi, donc voilà, reste plus qu'à voir le prix, ça j'en ai aucune idée. C'est vrai en plus, donc je vous laisse voir une fois que le Kickstarter est en ligne. Alors, en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, bien sûr. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça fait monter la chaîne, ça prouve que mon travail porte ses fruits directement. Et puis, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne encore plus, n'oubliez pas Tipeee, parce que Tipeee, c'est ce qui permet de vivre et de continuer à avoir du temps pour vous faire des vidéos et vous faire peut-être gagner de l'argent. Parce que si ça vous a pas plu, pas besoin de Kickstarter. Et si au contraire ça vous a plu, vous savez dans quoi vous mettez votre argent. Voilà. Merci à vous tous, encore une fois, et à bientôt. Salut à tous.